Bonjour et bienvenue sur la Poticast. Je m'appelle Bastien Delattre et dans ce podcast, je vous propose de m'accompagner et de partir à l'exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales en allant à la rencontre d'historiens et de professionnels de santé passionnés pour qu'ils partagent avec nous leurs connaissances et le fruit de leurs recherches. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une excellente écoute. Épisode 4. La sélection médicale à l'épreuve de la Grande Guerre avec Aude-Marie Lalanne-Berdoutic. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Poticast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très différent des épisodes précédents et c'est une thématique qui, moi, m'intéresse particulièrement car on va parler de la médecine militaire, en plus à une époque bien particulière, puisqu'on va se plonger dans le début du XXe siècle et donc à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et pour cela, je suis ravi d'accueillir Aude-Marie Lalanne-Berdoutic. Bonjour Aude-Marie, comment vas-tu ? Bonsoir, je vais très bien, merci. Aude-Marie, tu es docteur en histoire contemporaine, actuellement chercheuse à l'École normale supérieure. Et parmi tes travaux, on va s'intéresser en particulier à ta thèse que tu as soutenue en décembre 2020 à l'Université Paris-Nanterre sous la direction d'Annette Becker et qui s'intitule « Aptitudes militaires et sélection médicale des recrues, France-Angleterre, année 1900-1918 ». Exactement. Dans cet épisode, on va plus particulièrement se pencher sur la question de la sélection médicale des recrues à la veille de la Première Guerre mondiale, mais également sur l'évolution de cette sélection médicale au cours du conflit. Et on va se concentrer sur le cas français, histoire de ne pas faire un épisode de 3 heures, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais évidemment, si le sujet s'y prête, à un moment, si tu veux faire une comparaison avec le cas britannique que tu as également étudié, n'hésite surtout pas à le faire. Pour commencer, avant de rentrer dans le sujet, qu'est-ce qui t'a amené à t'orienter vers ce sujet de recherche qui mêle finalement l'histoire de la médecine et l'histoire militaire ? Alors, je suis venue à ce sujet un peu par hasard, en fait. J'ai fait un Master 2 sur un sujet à la fois proche et éloigné. J'ai travaillé sur la virilité, en fait, la représentation vraiment du masculin combattant pendant la Première Guerre mondiale. Et je voulais continuer un petit peu en thèse sur ces questions-là. Et en creusant dans les sources médicales qui me paraissaient vraiment être appropriées pour traiter de la question de la normativité, du corps, de ce genre de choses, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros trou noir dans l'historiographie autour de la question de la sélection médicale des soldats. Et en creusant un peu plus avant, je me suis rendu compte que là encore, il y avait la matière pour faire une thèse. Et me voilà partie dans cette aventure. Et du coup, pour introduire un peu ce sujet, peux-tu un peu nous rappeler comment était organisé ce recrutement militaire en France au début du XXe siècle ? Comment ça fonctionnait ? En France, on a un système qu'on appelle la conscription à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que le service militaire est obligatoire. Donc en dehors même du temps de guerre, les jeunes gens de 20 ans sont tenus d'effectuer de 2 à 3 ans de service militaire. C'est 2 avant 1913, puis à partir de 1913, c'est 3 ans de service militaire. Donc tous les ans, tous les jeunes gens de 20 ans sont tenus de passer un examen médical d'aptitude pour savoir s'ils sont aptes, physiquement ou non, à faire ce service militaire. Donc ce qui est intéressant avec la sélection médicale des recrues, c'est que il se passe des tas de choses intéressantes pendant la guerre, mais en France, en tout cas, c'est une sorte de rituel annuel, en tout cas, la sélection, qui a priori ne surprend pas donc les contemporains. Alors, comment ça se passe ? Tous les jeunes gens de 20 ans, chaque année, sont convoqués dans l'une des communes de leur canton et doivent se présenter devant une institution qui s'appelle le Conseil de révision. Alors le conseil de révision, c'est ce qu'on appelle une administration cantonale, c'est-à-dire qu'elle est faite à l'échelle du canton. Elle est transitoire, c'est-à-dire qu'elle est convoquée ponctuellement pour un moment précis, et elle est itinérante, c'est-à-dire qu'elle se déplace comme ça de chef de canton en chef de canton. C'est une institution qui a été créée par une loi qui s'appelle la loi Gouvion-Saint-Cyr de 1818.
Alors, qui fait partie de ce conseil de révision? Il y a évidemment un médecin expert qui procède à l'examen médical lui-même, mais il y a aussi toute une série de représentants de l'État. Alors, selon les moments, il y a effectivement il peut y avoir le préfet, qui est le président du conseil de révision, ou à défaut un secrétaire général, mais aussi un conseiller de préfecture, un membre du conseil général de département, enfin des tas de gens dont la médecine n'est pas l'activité principale. Et donc c'est ce collectif qui procède à l'évaluation de l'aptitude militaire des jeunes gens. À la suite de cet examen médical, les individus sont déclarés aptes, en fonction bien sûr du résultat de l'examen, ou non, et sont tenus donc d'effectuer ou non leurs obligations militaires. Alors l'aptitude, c'est pas blanc ou noir. Il y a une sorte de gradient. En fait, on peut être apte, donc déclaré apte au service armé, et à ce moment-là, on est tenu d'effectuer toutes les obligations auxquelles sont tenus les combattants. Et on peut être aussi déclaré apte à ce qu'on appelle le service auxiliaire, c'est-à-dire qu'on est en gros classé à une espèce de degré d'aptitude moindre et cantonné à un service qui est un petit peu plus administratif, disons. Donc c'est un petit peu moins exigeant sur le plan physique. Voilà, donc apte au service armé, apte au service auxiliaire, et on peut être également ce qu'on appelle ajourné, c'est-à-dire que l'examen est remis à plus tard en attendant éventuellement, en gros, que l'état physique s'améliore. Et on peut être enfin, dernier cas de figure, ce qu'on appelle exempté, c'est-à-dire que les obligations militaires ne s'appliquent plus. Et là, ça a évidemment toute une série de conséquences sur lesquelles on pourra revenir. Voilà en gros comment s'organise le recrutement à la veille et pendant la guerre. Et du coup, si on se place avant la guerre, avant 1914, concrètement, quels étaient les critères d'inclusion et d'exclusion pour l'évaluation médicale du soldat? Alors ils sont évidemment multiples. Ce qui est intéressant, c'est que tous les médecins qui sont chargés de l'examen des recrues disposent d'une espèce de petit manuel qu'on appelle l'instruction, et sur laquelle il y a toute une série de ce qu'on appelle une nomenclature. En fait, il y a une nomenclature d'affections et de malformations qui sont classées selon qu'elles entraînent ou non l'exemption du service militaire. À partir de là, les médecins examinent la recrue et cherchent deux types de choses. Alors, il y a une évaluation d'abord qu'on pourrait appeler physiologique, c'est-à-dire que les médecins regardent si la recrue est suffisamment robuste pour supporter les vicissitudes de la vie militaire. Ça peut se faire de plusieurs manières. On mesure assez fréquemment le périmètre thoracique, par exemple, pour voir si la recrue est suffisamment robuste. En fait, on mesure aussi la taille, parce qu'il y a des seuils de taille. Et puis on examine évidemment ce qu'on appelle la bonne conformation des membres, c'est-à-dire si la musculature est suffisante, s'il n'y a pas d'affection qui permettent de limiter la marche, par exemple, parce que les soldats, les fantassins notamment, sont soumis à des obligations de marche assez importantes, à ce qu'on appelle des marches d'épreuve. Ils doivent être capables de porter leur équipement qui peut peser jusqu'à une trentaine de kilos pendant plusieurs heures. Donc on vérifie qu'ils soient capables de marcher pendant longtemps et qu'ils soient capables également de porter un équipement assez lourd. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de déviation de la colonne vertébrale, par exemple, ou de malformation des membres inférieurs. Donc ça, c'est la première évaluation, l'évaluation physiologique. Et il y a une deuxième évaluation qui est une évaluation pathologique. Et là, on cherche la présence ou l'absence de signes d'une maladie qui pourrait entraver, encore une fois, l'exercice du port des armes. Parmi les maladies qui sont très, très recherchées à la veille et pendant la guerre, il y a évidemment tous les signes de tuberculose. D'abord parce que c'est une maladie qui est très invalidante et qui, évidemment, handicape profondément les potentiels soldats. Et ensuite parce que c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse et dont, si on introduisait à l'intérieur
du collectif armé des porteurs du bacille, ça mettrait en péril l'efficacité et la force de projection de l'armée française dans son ensemble, qui se verrait décimée par la maladie. Ouais, effectivement, ça devait être un filtre extrêmement important avant d'inclure le soldat. Tu parlais du coup de certaines mesures et d'un manuel, donc de d'éléments plutôt objectifs à disposition des médecins pour cette évaluation médicale. Est-ce que tous ces éléments étaient objectifs ou est-ce qu'il existait une certaine variabilité finalement dans l'évaluation du médecin qui va évaluer ce conscrit? Alors c'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut parler d'éléments objectifs. Et j'ai envie d'apporter 2 éléments de réponse. Sur l'objectivité en soi, c'est des éléments qui sont variables, qui évoluent par exemple en fonction de l'évolution des connaissances médicales. Ça c'est très net quand on regarde l'évolution des critères tout au long du 19e siècle. Il y a par exemple une attention un peu plus nette qui est mise sur les affections respiratoires, par exemple. Ça répond pas tout à fait à ta question, mais en tout cas, ça évolue vraiment avec le contexte. Et le contexte, c'est un contexte médical, mais c'est aussi un contexte, on pourrait dire, social ou culturel. Et alors, c'est à ce moment-là que la subjectivité de l'évaluateur peut rentrer en ligne de compte. Et ça, on le voit très bien avec l'entrée en guerre, où on a des témoignages de médecins qui sont pris en quelque sorte de ce qu'on pourrait appeler une fièvre patriotique et qui estiment que certaines affections qui auraient dû tenir éloigner les individus du corps militaire n'ont plus vraiment leur place dans la liste des affections rédhibitoires. Et donc, oui, un tel a certes le cœur un peu fragile, ou les membres inférieurs un peu fragiles là encore, mais c'est pas une raison pour les tenir définitivement écartés de la troupe au moment où la France a besoin que toutes les forces vives de la nation soient mises à contribution. Donc ça, c'est des indices qui permettent de dire que la subjectivité de l'évaluateur a quelque chose à faire dans l'évaluation de l'aptitude, d'autant que l'évaluation, elle relève un petit peu de l'activité diagnostique qui est à bien des égards plus un art qu'une science, parce que il y a des choses qui sont faciles à fixer avec des seuils précis, et il y a des choses qui sont encore une fois sujets à de l'interprétation, et là la subjectivité de l'évaluateur peut rentrer davantage en ligne de compte. Pour illustrer, peux-tu donner d'autres exemples concrets qui vont amener à écarter un homme de l'armée au moment de la conscription? En 1914, on a des graves maladies contagieuses, évidemment, hein, la morve, la lèpre, des atteintes neurologiques invalidantes comme l'épilepsie, des infirmités un peu sérieuses qui attiennent des fonctions sensorielles essentielles, telles ce qu'ils appellent à l'époque la surdimutité, ou qui entraînent d'importantes limitations des fonctions motrices. Si je cite l'instruction de l'époque, elle dit la chose suivante: toute anomalie dans le nombre, dans la forme, dans les rapports des membres, si elle entraîne une difformité apparente et notable ou une gêne prononcée des fonctions, est incompatible avec le service militaire. Donc ça, ce sont les affections rédhibitoires. Pour d'autres, les médecins s'efforcent de déterminer des seuils qui sont toujours fluctuants, toujours sujets à débat. Quand on regarde par exemple tout ce qui est déficience sensorielle, on a de longs développements, des ajustements, des désaccords. Donc on a une sorte de passage de l'état d'aptitude à l'inaptitude totale, c'est graduel. Les seuils sont parfois chiffrés, on a des seuils chiffrés comme la taille, le nombre de dents, les indicateurs d'acuité visuelle, des seuils chiffrés, mais il y a aussi des seuils beaucoup plus imprécis, beaucoup plus intuitifs. Pour tenir définitivement à l'écart des forces armées, certaines affections doivent être, je cite les sources de l'époque, prononcées, tenaces, récurrentes, incurables. Donc on voit bien à quoi ça renvoie, mais c'est en même temps des adjectifs qui ne peuvent que frapper par leur imprécision, au fond. Ces affections, elles doivent empêcher des activités essentielles au métier des armes, telles le port du sac, le tir ou plus simplement la marche. Voilà, donc en fait, on a des critères qu'on peut classer en 3 catégories, que moi je me propose de classer en 3 catégories. La première catégorie, c'est les éléments qui visent à garantir l'efficacité de l'armée.
Donc éviter ce qu'on appelle les poids morts, des retardataires qui gêneraient tous les rouages de cette machine qui doit être efficace, qu'est l'armée. Son homogénéité également, c'est ce qui explique par exemple que on puisse être réformé, même si c'est rare, pour laideur extrême. Je cite les sources de l'époque, la laideur extrême résultant soit d'une vicieuse conformation des traits ou d'un défaut de proportion entre eux, soit de l'atrophie d'une partie de la face, soit enfin d'un manque de symétrie des deux côtés du visage, peut motiver ainsi le classement dans le service auxiliaire ou même l'exemption. Alors, est-ce que ça existe vraiment ? Oui, ça existe vraiment. En 1901, le Conseil de révision du Gard a exempté de ses devoirs militaires un conscrit, je cite, bien constitué, fort, solide, parfaitement en état de servir, mais affligé d'un visage particulièrement disgracieux. La laideur, c'est pas seulement un jugement esthétique à l'époque, elle est vraiment investie d'une valeur diagnostique par les médecins. Une disharmonie de la face, ça peut être un signe d'une dégénérescence, voire d'un tempérament criminel. Et donc, on a une sorte d'irrégularité physique qui est associée à l'irrégularité morale et la laideur à une sorte de mal héréditaire dont elle serait la manifestation visible. Et dernière chose sur la laideur, l'aspect repoussant peut être interprété comme un stigmate et donc mener au discrédit et à l'exclusion. Et donc l'idée, c'est vraiment de garantir la cohésion interne de la troupe et éviter qu'il y ait un individu qui soit mis au rebut. Donc voilà, première catégorie de ces critères, c'est l'efficacité de l'armée et sa cohésion. La deuxième catégorie de critères, c'est l'intérêt du candidat. L'idée, c'est vraiment d'éviter d'incorporer des gens qui seraient mis en danger physiquement par les rigueurs de la vie militaire. L'idée, c'est de renvoyer dans leur foyer tous les sujets, je cite les sources de l'époque, chétifs et malagres, incapables de satisfaire aux obligations de la vie militaire. La troisième catégorie de critères, ce sont des critères qui reflètent une certaine normativité, dont les caractéristiques ne sont pas entièrement dictées par les besoins de l'institution militaire, notamment autour de l'inspection des organes génitaux, que rien ne justifie. En fait, pour être incorporé en France, il faut avoir un appareil génital fonctionnel, donc un pénis en état de fonctionnement et au moins un testicule. Bon, c'est comme ça. Il n'y a pas grand-chose qui permette de justifier ça, si ce n'est que quand on gratte un peu et quand on regarde toute la littérature sur les ambiguïtés génitales de l'époque, c'est une des définitions de l'homme qui fait pas du tout consensus d'ailleurs, mais c'est la présence d'au moins un testicule et d'un pénis de taille qui doit pas du tout être fonctionnel. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Un pénis de taille normale. Voilà. Il y a dans ces critères des choses qui ne s'expliquent pas totalement par les besoins de l'armée, mais qui relèvent d'une certaine normativité virile. Et qui permettent d'ailleurs d'expliquer pourquoi le verdict du conseil de révision et de l'expert médical est attendu avec autant d'angoisse par les jeunes conscrits, parce que cet examen, c'est l'occasion de valider toute une série de choses qui ne relèvent pas complètement du domaine militaire. Oui, c'est presque un test de virilité, comme tu le disais finalement. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de conscrits qui réussissent cette évaluation et qui sont donc aptes à intégrer l'armée, alors au service des armées et également au service auxiliaire? Oui, on a une idée assez précise parce que l'armée française, s'il y a une chose qu'elle sait faire, c'est des statistiques. Et donc, pour la durée, la période d'avant-guerre et même pendant la période de la guerre, même si c'est un petit peu plus compliqué, on a des chiffres assez précis. Donc, avant 1914, c'est 2/3 des inscrits, donc 2/3 des jeunes gens de 20 ans qui passent l'examen et qui sont déclarés aptes. Et évidemment, cette proportion, elle est amenée à changer pendant la guerre, où du fait des pertes importantes, il y a une sorte de, ce qu'on pourrait appeler une folie du nombre, ou en tout cas une logique de rendement de l'examen médical qui se met en place et qui fait que la proportion de déclarés aptes est beaucoup plus lourde. Et donc, on a aussi un certain nombre d'inaptes. Oui. Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils écartés du service militaire ? Alors, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure par rapport aux critères. Et concrètement, que deviennent-ils ? Est-ce qu'ils rentrent simplement chez eux ? Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait peut-être par le corps de l'armée ou en milieu civil ? Voilà, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Tout dépend si on est avant la guerre ou pendant la guerre.
Avant la guerre, ils peuvent être seulement ajournés. À ce moment-là, s'ils sont ajournés, ils vont être soumis l'année suivante, lors du retour du conseil de révision, à un nouvel examen pour voir si leur condition physique s'est améliorée. Ça, c'est la première chose. S'ils sont vraiment exemptés de manière définitive, il n'y a pas de suivi, c'est-à-dire qu'ils sont renvoyés chez eux. Et ça a des conséquences sociales sur lesquelles je vais revenir un petit peu après. En temps de guerre, les choses sont un petit peu modifiées parce que du fait de cette logique de rendement que j'ai brièvement évoquée tout à l'heure, hein, de la nécessité de reconstituer une armée qui a été durement éprouvée sur le champ de bataille, du fait de cette logique de rendement, sont mis en place par une série de dispositifs législatifs des nouvelles visites. C'est-à-dire que les ajournés et les exemptés sont soumis assez rapidement à des nouvelles visites médicales pour vérifier très très rapidement s'ils sont pas miraculeusement redevenus aptes dans un laps de temps très court. Donc voilà ce qu'il advient des exemptés, et ça a des conséquences tout à fait visibles, hein, dans les chiffres qui ont été mis en évidence par les historiens. La proportion de déclarés aptes à la suite de ces nouvelles visites est très très importante. Sur les conséquences sociales, sur lesquelles j'aimerais un petit peu revenir, de cette exemption, ça c'est un peu intéressant parce que le conseil de révision, d'une manière générale, chez les conscrits français, c'est un moment un peu clé dans la formation de l'identité masculine, hein. C'est un moment de ça sanctionne le passage à l'âge adulte de toute une classe d'âge. C'est vraiment un rituel auquel on peut pas échapper. Tous les jeunes gens de 20 ans sont soumis à cet examen médical. Or, les décisions du conseil de révision, elles sont connues et commentées. Elles sont connues et commentées notamment parce que il faut pas du tout imaginer l'examen d'aptitude comme quelque chose de feutré, des délicats qui se passerait dans une petite salle à l'écart. Il faut imaginer les conscrits entièrement nus qui sont à la queue leu-leu et qui passent devant une table où sont les représentants de l'État, et à côté d'un médecin qui leur dit tirez la langue, tournez, et qui les mesure, tout ceci publiquement devant toute une salle, et parfois même devant un public. Donc ces décisions du conseil de révision, elles sont connues, et à ce moment-là, être déclaré, selon la formule consacrée, bon pour le service, c'est se voir décerner un gage de normalité physique et sociale. Ça a donc deux types de conséquences. D'abord, si on est apte, l'énoncé du verdict donne lieu à des célébrations. Et si on est exempté, donc déclaré inapte, ça peut donner lieu à des rituels d'humiliation dont on a parfois la trace. D'accord. J'ai le souvenir comme ça d'un conscrit du Loiret, qui décrit son conseil de révision à la fin du 19e siècle, où il dit que ses camarades se moquent de lui, le traitent de fausse couche, de mal bâti, de pas fini, et que il doit suivre le cortège, il doit tout penaud suivre le cortège des déclarés aptes en arrachant des petits flots qui sont censés pendre de son béret, sur lesquels il y a normalement marqué bon pour le service, apte, lui doit les arracher, les jeter et suivre sans ornement le cortège comme c'est lui qui utilise la comparaison, comme un captif traîné derrière les chars de triomphateurs de l'Empire romain. Donc voilà, donc on imagine un peu ces rituels d'humiliation qui poursuivent les exemptés, qui peuvent, selon les historiens du social qui se sont un peu intéressés à ces rituels-là, entraîner des conséquences dramatiques, puisque leur capacité à engendrer, à avoir des enfants par exemple, est soumis à suspicion, ils peuvent éprouver quelques difficultés à se marier à la suite donc de ces rituels qui a des conséquences sociales très importantes. Oui, c'est vraiment pas anodin, en effet. Non. Quand la Première Guerre mondiale éclate et que la France entre en guerre, on peut naïvement penser que l'évaluation médicale évolue et que plus le conflit avance, plus le contexte change et donc plus le besoin de sang frais va devenir pressant. Comment cela va-t-il se traduire sur la sélection médicale des conscrits? Alors, de plusieurs manières. Il y a ce qu'on pourrait appeler une adaptation empirique des critères. Donc, ce besoin de sang frais que tu mentionnes existe.
évidemment. On a une accélération de la sélection et puis ce dont je parlais tout à l'heure, d'une sorte de fièvre patriotique qui saisit les médecins, qui ont tendance à, un peu de manière empirique, à déclarer plus de jeunes gens aptes. Donc ça, c'est un petit peu empirique. Après, il y a autre chose que j'ai aussi un peu évoqué, qui est la multiplication des contrôles. Mmh. Les individus qui ont été exemptés sont astreints à des examens répétés et dont la fréquence augmente au fur et à mesure que croissent les besoins en hommes. Par exemple, dès l'automne 1914, on examine les listes des exemptés et on se rend compte qu'il y avait déjà 1,6 million d'hommes qui avaient été exemptés lors des précédents conseils de révision et on les convoque pour un nouvel examen. Il y a à nouveau une loi en avril 1915 qui convoque les réformés des années 1913 et 1914. Voilà, c'est ce qu'on appelle la récupération, qui a vraiment pour objectif de reconstituer, de compléter les effectifs qui ont été décimés par le conflit. Alors, à la suite de l'application de ces mesures, pour donner un exemple un peu chiffré, pour qu'on voit l'étendue de ces initiatives, on compte 1 187 000 à peu près hommes récupérés sur un total de 1 990 000 examinés. Donc on voit le rendement est vraiment hyper important. 60% des hommes qui avaient été reconnus inaptes avant les hostilités. Donc ça, c'est pour donner une idée de ce qui se passe avec ce qu'on appelle la récupération. Donc une adaptation empirique, la récupération, la multiplication des contrôles, etc. Et ensuite, on a des modifications des critères de l'aptitude. Et alors, ces modifications, elles vont dans plusieurs sens. Il y en a déjà une qui est très facile à observer, qui est la modification des limites d'âge. J'avais parlé tout à l'heure de ce seuil de 20 ans qui a été très discuté dans les années 1800 et quelques, mais qui avait fini par s'imposer. On ne convoquait pas les jeunes gens avant 20 ans parce qu'on estimait qu'avant cet âge-là, ils étaient trop immatures physiquement pour soutenir les rigueurs du combat. Le seuil de 20 ans est modifié et on a ce qu'on appelle la convocation anticipée des classes de conscrits. C'est-à-dire qu'au lieu de convoquer les jeunes gens au moment où ils ont 20 ans, on va les convoquer de manière anticipée. Donc la classe 1917, c'est-à-dire la classe des jeunes gens, l'ensemble des jeunes gens qui auraient dû avoir 20 ans en 1917 est convoquée 2 ans avant l'échéance légale, donc en 1915, et elle est composée au moment où les jeunes gens subissent l'examen médical de jeunes hommes âgés d'à peine 18 ans. Donc ça, c'est des bouleversements encore tout à fait notables. Et enfin, dernier type de bouleversement, c'est une modification de ce petit manuel dont je parlais tout à l'heure, qui est le manuel d'instruction à l'examen d'aptitude. Et là, quand on regarde toutes les éditions qui ont été faites pendant la guerre, on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, et notamment jusqu'en 1917, les choses commencent à s'infléchir un peu, j'y reviendrai. Jusqu'en 1917, les seuils sont modifiés et on a toute une série d'assouplissements des critères de l'aptitude pour essayer d'incorporer le plus grand nombre de soldats dans les rangs de cette armée durement éprouvée par le conflit. Par exemple, si on regarde un centre de recrutement, le centre de recrutement de Béziers, si on regarde la manière dont sont récupérés les exemptés qui sont soumis à des nouveaux examens, et ben l'armée les regarde et elle va récupérer 50% de ceux qui avaient été déclarés préalablement inaptes. Et quand on regarde dans les chiffres de manière un petit peu plus précise, ça peut être intéressant de le souligner, ceux qu'on appelle les récupérés, donc les exemptés qui sont déclarés aptes à la suite d'un nouvel examen, ils proviennent sans distinction de toute classe d'âge, de tout milieu professionnel et de tout canton. Donc l'armée recrute de manière plus intensive et de manière un peu aveugle. On incorpore également massivement les bègues, ceux qui étaient atteints de troubles cardiaques, ceux qui étaient atteints de malformations osseuses ou, par exemple, des individus qui avaient été préalablement réformés pour incontinence.
Alors, on n'incorpore pas non plus n'importe qui, n'importe comment, puisque quand on s'intéresse à ce même bureau de recrutement à Béziers, la plupart des phtisiques, ceux qui sont potentiellement tuberculeux, sont maintenus dans leur exemption ou réformés aussi bien lors des premières contre-visites que des secondes. Et je peux peut-être donner un autre chiffre un peu éloquent. Si on regarde les hommes de la classe de 1914, c'est-à-dire ceux qui ont eu 20 ans en 1914, pendant la durée de la guerre, donc normalement, hein, ils sont soumis à un seul conseil de révision, et éventuellement, s'ils sont ajournés, ils peuvent être revisités l'année suivante. Mais une fois, et puis après c'est fini. Alors, en France, les hommes de la classe de 1914, ils sont examinés jusqu'à 6 fois, et ceux de la classe 1915, 5 fois. Donc, c'est des chiffres absolument considérables. Et pour illustrer un peu ça de manière un peu moins aride qu'avec des chiffres, j'ai trouvé des extraits dans la presse satirique française de petites mises en scène de recrues qui sont soumises à cette intensification du contrôle médical. Parce qu'évidemment, il faut imaginer que cette sélection médicale des recrues, c'est vraiment une expérience massive. C'est-à-dire que ça correspond non seulement à tous les jeunes gens de 20 ans, mais pendant la guerre, on a des visites donc des classes de 1914 à 1919, plus la visite de tous ceux qui ont été préalablement exemptés lors des passages des conseils de révision précédents, et que ça correspond donc à tous les jeunes, les gens qui ont de 20 à 49 ans. Comme c'est une expérience de masse, ça concerne tout le monde est au courant et tout le monde en parle. La presse satirique au premier plan, évidemment. Et alors, je suis tombée sur une chanson qui a été publiée en février 1916 et qui s'amuse, qui parle d'un personnage qui s'appelle Friné, qui est un auxiliaire, c'est-à-dire qu'il a été versé dans le service auxiliaire. Il n'a pas été exempté, mais il n'est pas non plus complètement apte au service armé. Comme il est dans le service auxiliaire, il est soumis lui aussi à toute une série de contre-visites, de revisites, de revisites et de re-revisites. C'est pas moi qui utilise ces termes un peu lourdingues, c'est vraiment la presse de l'époque. Et donc la mise en scène dans cette petite chanson de Friné, je cite, c'est un auxiliaire, 20 fois en 16 mois de guerre, les majors ont ausculté, palpé, tâté son son humanité. Et je continue avec le deuxième couplet qui est un peu rigolo. Désolée de pas pouvoir chanter, mais j'ai pas mis la main sur la mélodie. On lui m'a Friné, je gage, et j'expliquerai plus tard l'origine de ce nom. Tant il y eut d'aéropages, de médecins qui ont vu depuis le début ce troupier tout nu. Il fut mis dans l'auxiliaire parce qu'il a un œil de verre, et pour être maintenu, chaque fois il dut faire voir, comme il est trapu. C'est mis en scène de manière un peu rigolote, cet auxiliaire qui s'appelle Friné, qui est soumis à des examens et des examens encore. Alors, l'auteur compare le dit troupier à Friné. Alors, Friné, c'est une courtisane du IVe siècle avant Jésus-Christ qui est renommée pour sa beauté et dont la nudité est dévoilée devant cette institution qu'on appelle l'aréopage. C'est un épisode de l'Antiquité qui peut nous paraître très pointu aujourd'hui. Dans la presse de l'époque, ça l'est pas du tout. Friné, c'est un épisode qui est constamment convoqué pour évoquer la nudité. Voilà. Et alors sur l'image qui accompagne cette petite chanson, on a un placard qui souligne le potentiel tout à fait grotesque des dispositions de cette loi qui impose les multiples visites. C'est la loi d'Albier, auxquels sont désormais astreints tous les hommes en âge de combattre. Et alors ça se termine pas très très bien pour l'auxiliaire Friné, qui est tellement habitué à se dévêtir pour subir l'examen qu'il finit par se déculotter en pleine rue par réflexe à la vue d'un médecin militaire. Donc il est traduit devant le conseil de guerre et il est condamné pour exhibitionniste. Mais du coup, ça fait une bonne transition avec la question que je voulais te poser ensuite, parce que finalement, t'illustres dans cette chanson satirique que tu as retrouvée un côté acharnement qui est ressenti par la population, en tout cas par une partie de la population. Tu l'évoques, hein, on appelle les hommes de plus en plus jeunes à se présenter à la conscription. Les critères d'inclusion, d'exclusion sont de moins en moins drastiques, en tout cas par rapport à ce qu'il existait avant la Première Guerre mondiale. Finalement, comment était perçu par la population, par les hommes politiques, également par le corps médical, comment était perçue cette intensification du recrutement militaire au cours du conflit? Alors
C'est une très bonne question. Il y a 2 moments, je dirais. Pas tant pour l'opinion publique que pour les médecins. Mais alors, le premier moment, c'est un moment de soutien. En fait, ça peut nous paraître assez étonnant quand on se place aujourd'hui dans une société qui éprouve beaucoup d'empathie finalement à ces individus qui sont parfois porteurs de handicaps que nous on considérait comme assez lourds et qui sont néanmoins parfois envoyés sur le front. Hein. On a des exemples tragiques, notamment de ce qu'on appelle à l'époque les déficients mentaux, qui sont envoyés dans une structure qui leur convient pas du tout et dont le destin est totalement dramatique. Mais alors, l'opinion publique, elle, à l'époque, elle est plutôt favorable à ces lois-là. Elle soutient l'effort de guerre. Et elle, ce qui l'obsède, c'est plutôt ce qu'on appelle les embusqués. C'est-à-dire ceux qui auraient dû être incorporés et qui, à la suite de manœuvres frauduleuses plus ou moins variées, ont réussi à se faire exempter. On a la presse satirique, encore une fois, ou les correspondances qui sont remplies comme ça de dénonciations ou de discussions autour de ce qu'on appelle les embusqués et quémandeurs de certificats. Et on a cette obsession, je pense à un hebdomadaire satirique qui s'appelle Le Carnet de la Semaine, qui en 1916 met en scène la conversation suivante. Je cite, « On causait naturellement encore de la guerre », on voit à quel point la guerre est omniprésente dans les conversations, et la conversation en arrivant au chapitre des embusqués, naturellement, toujours. On voit là encore à quel point c'est prégnant dans les conversations de l'époque. Nos 2 interlocuteurs citaient chacun des noms. « Dites donc, eh bien, et l'ABC, qu'est-ce qu'il fait ici, lui ? Il est jeune pourtant, fort, bâti en Hercule, ne devrait-il pas être au front comme les autres ?» Donc ça, c'est assez intéressant parce que j'ai un peu parlé dans ma thèse de ce qu'on pourrait appeler une conception profane de l'aptitude militaire, c'est-à-dire que le tout venant s'improvise expert de l'aptitude et les signes visibles de la bonne santé, jeunesse, vigueur, bonne constitution, sont scrutés avec méfiance. Et donc comme ça, on a en France toute une série de dénonciations individuelles et collectives de soi-disant malades qui sont envoyés à des figures nationalistes comme Maurice Barrès, ou à des représentants de l'État ou aux principaux intéressés. En 1916, on a comme ça une lettre qui est adressée au préfet de l'Hérault, qui est rédigée en ces termes, je cite, « Un groupe de pères et épouses réunis viennent porter à votre connaissance que nous avons dans la commune certains hommes qui pourraient bien être comme les nôtres sur le front. Ces soi-disant malades font bien leur travail et sont à l'abri de tout danger. » Et donc la lettre mentionne des noms accompagnés des motifs d'exemption des individus en question. L'un aurait donc simulé la folie, l'autre l'épilepsie, et le troisième, bien de constitution fragile en apparence, ne serait pas si faible qu'il y paraît. C'est vraiment pour souligner à quel point l'opinion est plutôt favorable à l'intensification de la politique de recrutement. Du côté des médecins, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais il y a aussi cette fièvre du rendement qui saisit un certain nombre de médecins qui témoignent de leur volonté d'incorporer le plus grand nombre d'individus possible. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on finit par se rendre compte que l'incorporation d'un certain nombre d'individus qui auraient dû être tenus éloignés des rangs a des conséquences assez dramatiques, notamment sur l'état sanitaire de l'armée. Et il y a toute une mobilisation de médecins, notamment au sein de l'Assemblée et notamment au sein d'une formation qui est le Conseil supérieur d'hygiène, qui mène toute une campagne pour, au contraire, souligner les effets délétères de l'affaiblissement de la sélection et militer pour le retour de la rigueur. Dans cette intensification du recrutement militaire, il y a de moins en moins d'exemptés, mais il y en a toujours. Est-ce que leur sort évolue au cours du conflit ou est-ce que finalement c'est globalement la même chose pour eux par rapport à ce que tu as pu nous raconter un petit peu plus tôt dans cet entretien ? Alors, leur sort change parce qu'en tant qu'exemptés, ils sont soumis à de nouvelles visites. Donc leur situation d'exempté est finalement rendue très précaire par l'intensification de la politique du recrutement. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, leur situation d'exempté, déjà avant la guerre, suscitait, j'en ai un petit peu parlé, moqueries et railleries. Et là, ça suscite carrément une franche hostilité
de la part de la plupart de leurs contemporains. On a à Paris en 1915 un tribunal qui est mis en place spécialement pour juger toutes les altercations qui ont lieu dans la rue entre des individus hostiles et des jeunes gens qui ont l'air en apparence bien portants et qui ne portent pas l'uniforme militaire et qui ont donc l'air d'avoir été exemptés potentiellement pour de mauvaises raisons. Donc voilà, une situation qui est à la fois rendue précaire et inconfortable, pourrait-on dire. Un autre point qui m'a particulièrement intéressé dans tes travaux, c'est que tu as étudié les phénomènes de tentatives de contournement de l'autorité médicale, militaire, au moment du recrutement. Tu as commencé un petit peu à en parler. Et autant, je pense qu'on a tous en tête des exemples de personnes qui vont simuler une maladie, voire s'automutiler. Personnellement, j'ai même pu rencontrer ce type de cas dans mes propres recherches sur les pharmaciens qui essayaient d'écarter des cas de faux ictères provoqués par l'ingestion d'acide picrique, par exemple. Mais par contre, ce que j'avais moins en tête, c'est qu'on a également l'effet inverse, c'est-à-dire une tentative de contournement de la part de conscrits qui auraient pu être exemptés, mais qui vont essayer de forcer un petit peu le corps médical à être accepté au sein de l'armée. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? C'est vrai que on a davantage spontanément en tête les manœuvres pour essayer d'éviter l'épreuve du front. Donc évidemment, elles existent. Elles sont difficiles à quantifier, mais elles existent. Et elles sont évidemment durement réprimées et elles suscitent de la part du corps médical une méfiance constante. C'est-à-dire qu'on a dans les écrits des médecins des pages et des pages qui sont consacrées à la manière de détecter les simulateurs. Mais il existe, donc en contrepoint, des jeunes gens qui sont très désireux d'aller combattre et qui, pour une raison X ou Y, ont été exemptés. Et ceux-là vont essayer d'infléchir la décision médicale en leur faveur. On en a un certain nombre de traces. Elles sont assez éparses, ces traces, mais elles existent. Notamment moi j'en ai trouvé pour l'Angleterre. On a des jeunes gens qui ne satisfaisaient pas, par exemple, aux critères de taille. Et dont les médecins témoignent, bon bah voilà, j'ai enlevé 2 centimètres autour de poitrine et j'ai rajouté 2 centimètres à la taille et puis hop, vogue la galère et le jeune homme est parti sur le front. Et ça, ce sont des choses qui sont parfois décidées de concert entre le médecin expert et l'examiné qui est très désireux de partir. Il est très désireux de partir. Pourquoi ? Parce que le patriotisme belliciste de l'époque est une réalité qui touche aussi des jeunes gens, même si la guerre est meurtrière. On a quand même des jeunes hommes qui ont envie de faire leurs preuves sur le front. Et ensuite, parce qu'on a vu les conséquences un peu dramatiques que peuvent avoir les décisions médicales comme l'exemption ou l'ajournement. Alors, on a des tas de choses qui sont négociées au niveau de l'examen médical et on a aussi des exemples de jeunes gens qui essaient carrément de contourner l'examen médical et de s'engager de manière un petit peu sauvage. Alors, c'est l'historienne Manon Pignot qui s'est intéressée aux jeunes garçons qui étaient en dessous de la limite d'âge et qui ont néanmoins essayé de se faire recruter dans les bureaux de recrutement. J'ai beaucoup parlé jusqu'ici en France du conseil de révision qui convoque les jeunes gens de 20 ans, mais il y a aussi une autre instance qui examine non pas les conscrits qui sont soumis à la conscription, mais les volontaires. Et là, il peut arriver que se rendent dans des bureaux de recrutement des gens qui ne satisfont pas tout à fait aux exigences du recrutement et notamment aux limites d'âge et qui essaient de les contourner. Et il y a de très jeunes gens comme ça qui réussissent un petit peu à devenir des sortes de mascottes au sein des régiments qui les accueillent, qui les envoient pas nécessairement combattre sur le front, mais qui les accueillent avec un peu d'amusement parce que autant parfois il y en a qui ont vraiment l'air d'avoir 20 ans, autant il y a des jeunes garçons qui clairement n'ont pas du tout l'âge indiqué et qui ont réussi à contourner les exigences légales en la matière. Donc on l'a vu avec notre entretien, la médecine militaire a une place très importante dans la constitution d'une armée au début du XXe siècle, d'autant plus évidemment dans le contexte de la Première Guerre mondiale. En guise un peu d'ouverture, sais-tu, si on remonte un peu le cours de l'histoire à ta guise pour la période, si cette place a toujours été aussi importante et s'il y avait déjà des évaluations médicales organisées?
Alors si on remonte vraiment aussi loin que j'ai pu remonter, parce que je me suis un peu intéressée à la question évidemment, l'idée selon laquelle il est nécessaire d'opérer un tri dans la masse des soldats potentiels pour écarter ceux qui ne doivent pas du tout figurer dans les rangs, elle se repère dès l'Antiquité. Par exemple dans les écrits de Végès, un penseur stratégique de l'Empire romain, on a déjà des considérations sur le choix des hommes aptes à l'état de guerre. La médecine, elle s'est vraiment saisie de cette question qui est devenue de son ressort finalement dès la fin du XVIIIe en France, qui est un moment où commence vraiment à se développer la perception des enjeux sanitaires et où se développe également la place prise par le corps médical dans la gestion même des forces armées. Et c'est à ce moment-là que la sélection des recrues est confiée à des médecins militaires. Et ça pesantit notamment au XIXe siècle ensuite, parce que c'est ce moment où les savoirs et les dispositifs sanitaires ont permis aux médecins d'étendre progressivement leur emprise au-delà de l'espace du champ de bataille. Pour simplifier les choses, auparavant, les médecins sont vraiment convoqués pour soigner, tout simplement, sur le champ de bataille, les blessés et les malades. Et à partir du 19e, on a leur champ d'expertise qui se dilate au-delà de l'espace du champ de bataille, c'est-à-dire qu'ils sont préservés, ils sont chargés de la préservation de la santé des soldats, voire de son amélioration, et ils agissent en amont du combat, par la vaccination, par l'hygiène et donc par la sélection, et ils agissent également en aval du combat, par la réhabilitation et la réinsertion des blessés et malades de guerre. Donc on a la mise en place de tout un corps comme ça spécialisé dans la France de la Troisième République. Ce sont des médecins militaires qui relèvent du service de santé des armées, qui dépendent du ministère de la Guerre et qui suivent des enseignements spécialisés d'écoles de médecine militaire qui les forment donc aux spécificités sanitaires et pathologiques de l'armée. Eh bien, encore merci Aude-Marie pour cet entretien. C'était un vrai plaisir de t'accueillir dans la podcast pour enregistrer cet épisode avec toi. Comme d'habitude, vous retrouverez les conseils de lecture d'Aude-Marie, les liens pour suivre son activité, le lien vers sa thèse également sur le site internet apodcast.fr dans un article qui sera dédié à cet épisode. Je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite comme Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à noter ce podcast, à y laisser un commentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager et en parler autour de vous. Vous pouvez également suivre l'actualité de la podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. À très bientôt.